Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de l'histoire des haras nationaux. Et pour ça, je reçois Chloé Muselet-Guédon. Bonjour Chloé. Bonjour Laurent. Alors Chloé, tu es responsable des collections à l'IFCE. Alors je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours de formation. Alors moi, je suis issue d'une triple formation en droit, en histoire de l'art et en archéologie que j'ai effectuée auprès de l'École du Louvre, de Paris-Saclay et de Nantes Université. Et avant ça, je travaillais en direction régionale des affaires culturelles en Pays de la Loire. Alors oui, tu as un profil un petit peu inhabituel aux haras nationaux, enfin à l'IFCE, mais ça peut effectivement nous aiguiller sur le contenu de ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va commencer, parce qu'on commence très très loin, on a l'habitude de situer le début des haras nationaux, soit avec Colbert, soit même de façon plus récente en 1806 avec Napoléon, mais ça remonte à quelque chose, à une histoire beaucoup plus lointaine. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est mon côté un peu médiéviste. J'aime bien parler du Moyen-Âge, et là, ça tombe bien, puisque si on parlait de l'Antiquité, le cheval a toujours eu une place très importante dans la société. Il était utilisé pour différents usages. Et au Moyen-Âge, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de conflits. Le Moyen-Âge, ça dure 10 siècles, 5e, 15e siècle. Beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, et donc forcément, on a besoin de chevaux pour mener tous ces conflits-là. Alors c'est vrai qu'il y a les croisades, il y a la guerre de 100 ans, mais moi j'aimerais plutôt revenir sur les croisades, donc qui sont du 11e ou 12e siècle. C'est un moment qui est très important parce qu'on va avoir besoin, bien entendu, de chevaux pour mener les expéditions à l'étranger. Mais aussi, c'est à ce moment-là qu'on commence à importer de nouvelles races de l'étranger. Et donc, il y a cette notion de quantité de chevaux dont on a besoin, mais aussi de qualité de chevaux dont on a besoin. Alors, quelle est la perception du cheval, justement, au Moyen-Âge ? Quel est son usage ? Alors, si on voit plutôt du côté de la noblesse, le cheval, ça reste un symbole de prestige. Alors, c'est un symbole de prestige à la fois pour la guerre, pour ses conquêtes militaires, mais c'est aussi, dans une pratique de loisirs, de tournois et de chasse, un symbole tout autant de prestige. Et les chevaux qu'on utilise en France, d'où viennent-ils ? Alors là, on va y avoir des haras, on a différents haras, on a des haras seigneuriaux, le roi aussi a des haras, donc il y a bien des nobles qui possèdent des étalons, qui les font se reproduire. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des fermes avec des étalons et de la reproduction de chevaux. Et ces deux mondes-là, à la fois de la reproduction avec les nobles, mais aussi la reproduction au sein du monde paysan, n'est pas aussi tranchée qu'on l'imagine. Ça, c'est l'historien Daniel Roche qui le démontre. Cette distinction entre chevaux de la noblesse et chevaux issus du monde paysan, il y a des échanges et ce n'est pas aussi tranché. Alors de façon assez étonnante, on est quand même là, tu le disais, à peu près au XIIe siècle, on a déjà une idée de développement d'une action de l'État sur l'élevage ? Oui, tout à fait. Donc, on a besoin de chevaux. On a besoin de chevaux en quantité. Et donc, c'est une idée qui commence à s'introduire auprès des rois, d'essayer d'avoir une action sur l'élevage pour augmenter cet élevage. Mais ça se fera sans succès, en tout cas pour les Valois. Donc, il y a Charles VII, Louis XI, Charles VIII et après François Ier qui commence à avoir cette idée-là. C'est une idée qui va perdurer avec les Bourbons au début du XVIIe siècle. Il y a même une enquête des commissaires royaux de Henri IV qui se questionne sur l'établissement de haras qui dépendrait du roi, mais il ne va pas y avoir un succès à cette enquête. Et ensuite, Louis XIII, dans la première moitié du XVIIe siècle, lui, il va faire quelques tentatives pour encourager l'élevage du cheval, mais il n'y a pas vraiment d'effet. Pas de progrès concret, mais ça démontre quand même qu'il y a cette idée qui se fait son chemin d'un État, d'un roi qui a une action sur l'élevage des chevaux. Donc là, on a bien l'existence de haras, mais pour l'instant, rien de centralisé.
Oui, il n'y a pas d'action concrète du roi. Alors, il y a des écrits sur l'élevage de cette époque qui sont intéressants. Ah oui, moi j'aime beaucoup Jacques de Solesel qui, lui, alors il écrit, si on reprend le titre en ancien français, c'est le parfait maréchal qui enseigne à connaître la beauté, la bonté et les défauts des chevaux, les signes et les causes des maladies. Dans cet écrit-là, et notamment dans son discours du haras et la manière d'élever des beaux poulains, lui va reprendre les propos du marquis de Newcastle. Donc il va déjà commencer par se plaindre du prix excessif de la vente des chevaux. Et après, il va aussi dire que le fondement d'un bon haras, c'est d'abord le choix d'un bon étalon. Donc il aborde différentes notions. Bon, déjà, cette notion du coût monétaire qui commence déjà à se faire son chemin. On n'aime pas payer cher, mais aussi cette idée de qualité du cheval. Alors Chloé, vient ensuite une deuxième période très importante, ce qu'on peut appeler la période des haras royaux. Alors ça s'étale sur quelle période ? On peut la faire courir déjà de la période de la création des haras en 1665 jusqu'à la période révolutionnaire en 1789-1790. Alors elle naît au départ d'une enquête en 1662. Oui, tout à fait. Donc il y a cette enquête-là sur l'état de l'élevage en France, sur les chevaux qui sont présents sur le territoire. Et on va découler plusieurs souhaits du roi. Le premier souhait, c'est de centraliser l'élevage afin d'éviter de dépendre des marchands étrangers et des importations. Alors, tout simplement parce qu'on a envie d'éviter que l'argent du roi ne parte enrichir des marchands étrangers et donc d'autres pays. Et puis après, il y a toujours cette ambition belliqueuse et d'amélioration des races. On a envie de fournir à la cavalerie française suffisamment de chevaux pour mener les conflits qui sont nombreux et pour aussi améliorer cette qualité de chevaux pour des usages spécifiques, donc qui sont des usages guerriers. Alors là, il y a le fameux arrêt royal, celui qui symbolise la création des haras, c'est celui du 17 octobre 1665 et qui crée les haras royaux. Oui, c'est le fameux, celui qu'on cite tout le temps quand on parle de création des haras royaux. Donc, c'est le Conseil de roi en fait qui va promulguer cet arrêt. C'est sous l'impulsion de Louis XIV. C'est pas anodin cette idée de centraliser beaucoup de choses. Ça reste une thématique qui est sous-jacente dans sa façon de régner en France. Et l'exécution de sa commande à Louis XIV, elle est réalisée par Jean-Baptiste Colbert, baron de Seignelay et de Sceaux. Et ça, pareil, c'est pas anodin. Moi, je dis toujours, sous Louis XIV, c'est toujours la faute ou la chance de Colbert. Alors, on cite celui-là, mais il y a différents arrêtés qui lui succèdent. Oui, tout à fait. Une loi n'est jamais seule. Il y a la date de 1665, mais pour vraiment voir cette création de haras royaux, il faut plutôt envisager la succession de plusieurs arrêtés, donc 1665, mais aussi 1668 et 1683 pour les premiers. Et qu'est-ce qu'on trouve alors dans ces arrêts ? Alors, tout d'abord, il y a cette création d'un statut d'étalon royal, qui sont répartis sur le territoire français et qui sont gérés par des gardes étalons en compensation de nombreux privilèges. Et va y avoir en fait toute une réglementation qui va expliciter que les haras du royaume, ils sont soumis à une législation particulière, qui sont confiés à un corps de métier qu'on détaille, qui est spécialisé avec des commissaires fonctionnaires, des inspecteurs, des officiers, des gardes, qui sont dotés autant de prérogatives que de responsabilités. Et puis voilà, il y a ces étalons qui sont achetés par le roi et qui sont mis en dépôt chez des particuliers qui sont chargés d'en prendre soin. Alors c'est amusant de voir déjà ces termes d'inspecteurs, d'officiers, de gardes avec lesquels on est familier dans les haras nationaux dans une époque beaucoup plus récente. L'œuvre de Colbert, elle est poursuivie par son fils ? Oui, tout à fait. Donc Colbert, il décède en 1683, donc date du dernier arrêt dont j'ai parlé. Donc son fils, lui, il va poursuivre son œuvre et pour Louis XIV, c'est son arrière-petit-fils Louis XV qui va poursuivre sa commande. Donc Louis XV, c'est son arrière-petit-fils tout simplement parce que le fils et le petit-fils de Louis XIV décèdent et donc Louis XV monte au pouvoir. Il est surnommé le bien-aimé, mais avant cela, il est sous la régence de son oncle. Et là, on définit donc le cadre d'intervention de l'État. Voilà. En 1717, en fait, il y a un règlement de Louis XV, donc encore sous la régence du duc d'Orléans. Et ce règlement, il détaille vraiment comment l'État, donc comment le roi, va intervenir dans la reproduction et l'élevage des chevaux. Et ça va complètement définir le cadre d'intervention de l'État, donc les gardes haras, les gardes étalons. Mais ça va aussi découper la France en arrondissements, en dépôts d'étalons et bien sûr en haras royaux.
Et là, on a la première création de haras. Oui, tout à fait. Alors, création à nuancer, parce qu'en 1715, c'est plutôt le déplacement du haras royal de Saint-Léger en Yvelines au haras du Pin, avec les premiers étalons qui arrivent en 1717. Et puis après, on peut citer aussi le haras de Pompadour, qui est créé en 1764. Alors après, bien sûr, la France connaît des bouleversements importants, et, avec la Révolution française. Et là, on a une date fatidique, 1790, disparition des haras. Voilà. Alors, comme beaucoup d'institutions durant la Révolution, il y a beaucoup de disparitions, beaucoup de remaniements. L'Assemblée constituante, elle va juger en 1790 que les haras, c'est une administration qui est trop coûteuse, qui est mal gérée, qui n'est pas assez efficace parce qu'on continue à acheter des chevaux étrangers. Et puis surtout, l'Assemblée constituante fait une chasse aux privilèges. Et pour eux, les gardes étalons ont beaucoup trop de privilèges. En fait, les privilèges qu'ils avaient au départ des premiers règlements, ils ont augmenté au fil des années. Et ça ne leur va pas du tout. Et alors, donc, quelle est la conséquence ? la conséquence, c'est haras, dépôts, étalons, tout est mis en vente. Alors, tout est mis en vente progressivement. Les textes, ils détaillent bien. On dit exactement combien d'étalons on va vendre, mais tout est mis en vente. Alors cette période, c'est amusant parce qu'elle ne va pas durer longtemps. Rapidement, on se rend compte qu'on a quand même besoin de maintenir une politique de l'élevage de chevaux. Et en 1795, qu'est-ce qui se passe ? C'est le retour en arrière. Ça, c'est un épisode qui est quand même très peu connu. C'est l'épisode du rétablissement partiel des haras par une réglementation du 22 germinal en 3, donc ça veut dire le 22 mars 1795, il va y avoir le rétablissement provisoire de dépôts nationaux et d'étalons pour relever l'espèce des chevaux. Donc ça, c'est intéressant comme terme. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement, on a besoin de chevaux pour la guerre, parce que l'État est toujours en guerre à cette période-là. Et aussi, on a besoin de chevaux pour les civils. Donc en conséquence, là, on rétablit les dépôts. On rétablit les dépôts, mais aussi on a une politique qui va un peu plus loin puisqu'on encourage l'élevage, on accorde des avantages aux détenteurs de haras, on fait des remises sur l'achat d'étalons reproducteurs, on fait des primes pour l'entretien de l'animal. En tout cas, il y a vraiment toute une politique pour encourager cet élevage, encourager cette reproduction et puis garantir qu'on ait suffisamment de chevaux pour les besoins. Alors après, il y a une nouvelle grande période qui se met en place. Et là, elle est initiée par Napoléon Ier. C'est une époque des haras impériaux qui ira jusqu'aux haras nationaux de 1806 à 1874. Alors ça commence en 1806. Alors en 1806, il y a un décret qui va porter la création des haras impériaux. Ce qui est intéressant avec cette histoire des haras de manière générale, c'est qu'elle est vraiment ponctuée de personnages phares de notre histoire. Et donc là, on passe à Napoléon Ier. Et avec ce décret, il va découper la France en 6 arrondissements. Donc chacun est doté d'un haras et de 5 dépôts d'étalons. Et comme ça, il va couvrir toute la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents haras qui, donc comme celui de Cluny ou celui de Rodez ou de Montier-en-Der, qui vont être placés dans d'anciens bâtiments religieux. Donc le haras de Cluny, c'est la fameuse abbaye dont le lapidaire va servir à construire le haras. On sent une petite volonté politique là de Napoléon. Oui, tout à fait. Petite, même majeure. Et on le voit bien quand lui, il poursuit ses conquêtes militaires et qu'il étend en fait son territoire, eh bien, il continue à créer d'autres arrondissements. Donc avec l'extension du territoire sous l'Empire, il va y avoir 2 autres arrondissements qui vont être créés pour les haras. Alors tout au long du 19e siècle, la réorganisation des haras continue. Tout à fait. Il y a de nombreux textes réglementaires qui viennent détailler tout ça. Il y a constamment des réformes, mais on va aussi créer de nouveaux établissements. On peut citer Lamballe en 1842, donc en Bretagne, La Roche-sur-Yon du côté plutôt de la Vendée en 1843. Et en 1825, alors là, il y a une nouvelle ordonnance du roi, pour le coup, avec Charles X. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va créer le Conseil supérieur des haras, et il va définir les haras, leur nombre, le nombre exact de dépôts, les arrondissements. Je trouve que c'est un texte qui est très, très intéressant parce qu'il y a aussi le détail de la rémunération des agents des haras qui est vraiment détaillé et il y a la liste complète des haras à cette date. Donc, c'est un document qui est extrêmement précieux. En 1833, il y a un nouveau document, il y a une ordonnance qui crée le registre généalogique des races. On est déjà dans ce fonctionnement. Tout à fait. Et donc, il y a un registre matricule avec tous les chevaux de race qui est dite pure existant en France.
Ça va instituer aussi une commission spéciale qui va statuer sur l'inscription des chevaux de race au stud-book. Et puis par la suite, on va en avoir d'autres. Donc pour les chevaux français dits de demi-sang en 1887 et un autre dit pour la race barbe en 1887 pour l'Algérie. On est presque sur les prémices du CIR, là, déjà. Oui, tout à fait. On voit que l'idée commence à se faire son chemin. Alors ensuite, on a en 1874 une loi très importante, c'est la loi dite Baucher. Alors en 1870, va y avoir un événement qui va être traumatisant. C'est le cas de le dire pour la France. C'est la guerre franco-allemande de 1870-1871. C'est la défaite de la France face à une coalition d'États qui est menée par la Prusse. Et de là, en fait, vraiment, il faut se dire que la société française est traumatisée et l'État se demande comment faire pour éviter que ça se reproduise. Et donc, ce qui va se produire, c'est que Patrice de Mac-Mahon, qui est maréchal de France, qui est duc de Magenta, mais qui est surtout président de la République depuis 1873, il va promulguer une loi organique le 29 mai 1874. Et donc, il va remettre en place un corps des officiers des haras et il va modifier la répartition territoriale des haras avec un tout nouveau découpage. Donc, on est vraiment là dans les haras nationaux. Alors ça fait suite au rapport de procès-verbal de Édouard Baucher, qu'il ne faut pas confondre avec l'écuyer, François Baucher, qui donc définit un petit peu tous les fondements de ce texte. Oui, il faut se dire que quand même cette loi et le rapport de procès verbal qui la précède, ça fait presque 300 pages, donc c'est dense. Baucher, lui, c'est un homme politique qui était député du Calvados. Et dans ce rapport qui est vraiment passionnant, il livre un état des lieux de la situation française dans tous les domaines qui touchent aux chevaux. Il fait un état des lieux du fonctionnement des haras. Il décrit vraiment précisément tous les différents corps des haras, leur évolution, là encore, leur traitement, leur rémunération, toutes les évolutions en fait qu'il y a eu depuis 1806 selon les évolutions réglementaires et normatives. Et il va faire de nombreuses propositions et toujours en s'attachant à avoir un point de vue global sur tous les usages que peut faire la France du cheval. Alors je crois que tu as quelques extraits de son texte, on peut en citer quelques passages ? Oui, alors moi je trouve que c'est assez savoureux parce que il va dire « Bref, de toutes les productions animales, la plus nécessaire aux intérêts généraux du pays, la production chevaline, est précisément la plus coûteuse, la moins rémunératrice, et dans l'espèce des chevaux, ce sont les plus utiles qui sont les moins nombreux. » Et il va noter aussi la nécessité de mettre désormais notre cavalerie et notre artillerie sur un pied plus considérable que dans le passé, d'augmenter sensiblement en temps de paix, de tripler pour le cas de guerre l'effectif de nos chevaux, d'en modifier l'espèce en même temps que le nombre. Il note l'insuffisance de la production pour les usages de la consommation générale et principalement pour ceux de l'armée, insuffisance qui tend à s'accroître au moment même où s'accroissent les besoins. Oui, donc là, Baucher, effectivement, met le doigt sur le problème et il démontre la nécessité que l'État intervienne activement dans l'élevage. Alors, il en résulte une loi de réorganisation des haras qui est désormais dotée de plusieurs choses. Alors, les haras, maintenant, ils ont une administration supérieure, donc les directeurs, les inspecteurs généraux, un conseil supérieur des haras qui est nommé pour 9 ans. Ce conseil, son rôle, ça va être de donner un avis sur le budget des haras, de réaliser des règlements généraux des concours et des courses. Il va définir aussi la nature des encouragements pour la production et l'élevage. Et en fait, il va être surtout l'interlocuteur de l'État ou du directeur de l'administration des haras pour toute question ou tout avis qui serait jugé nécessaire. On a aussi le rétablissement de l'école du haras au pain. Pour devenir officier des haras, on va avoir un besoin d'avoir nécessairement un diplôme de cette école-là. Et on a aussi le rétablissement de la jumenterie de Pompadour. Donc il est bien noté qu'il est nécessaire d'avoir 60 juments, donc on a les chiffres. Et globalement, en fait, cette loi va donner et détailler toutes les autres dispositions sur les allocations qui sont allouées et sur l'effectif des étalons.
C'est assez étonnant de constater qu'on est pratiquement sur l'organisation des haras nationaux du XXe siècle, qu'on a connu pendant toute cette période. Alors justement, on va aller maintenant vers l'évolution de ces missions des haras de cette période-là, de 1874 jusqu'à pratiquement les années 2000, jusqu'à 1999. Donc il y a là de nombreuses évolutions sociétales. Et qu'est-ce qui se passe durant cette période ? Alors, fin 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, il y a beaucoup d'évolutions dans la société, beaucoup d'évolutions qui sont très rapides et qui se succèdent. Fin 19e siècle, il y a bien sûr la révolution industrielle, donc il y a une mécanisation du travail, il y a un exode rural, ce qui va influencer les besoins en matière de chevaux. On peut notamment citer le secteur hippomobile. À la fin du 19e siècle, il y a vraiment cette accélération de la fabrication. On augmente de plus en plus la production de voitures hippomobiles. Il y a plein de nouveaux usages aussi, notamment pour les transports. Donc ça, je le dis parce que je suis nantaise et que c'est une grande fierté, mais à Nantes apparaît l'omnibus. Et ça, ce n'est pas rien, c'est nos transports publics qui apparaissent. Et en fait, on a un cheval qui est un cheval carrossier. Et donc forcément, ces usages, ils vont influer sur l'élevage et la sélection des races. Donc par exemple, le percheron, qui vient du Perche, comme son nom l'indique, lui, il va s'exporter à Paris, il va tirer les voitures plus lourdes, donc les omnibus, et on va le surnommer notamment diligencier. Alors par contre, au début du XXe, là, on a un peu un tournant avec l'arrivée de la voiture automobile. Oui, alors on a vraiment cette arrivée de la voiture automobile qui a toujours des chevaux, mais on va dire plus des chevaux vivants. Et donc il y a aussi ces deux guerres mondiales qui sont un moment marquant, puisque lors de ces guerres mondiales, il y a l'émergence des blindés. Donc forcément, une diminution du besoin de la cavalerie. Il y a une perte en fait de fonction stratégique de cette cavalerie. Et donc, on a moins besoin de chevaux pour l'usage de la guerre. Alors, en conséquence, les haras se réorientent ? Tout à fait. Donc, les haras, ils vont toujours coller aux évolutions de la société. Et donc, si la société a moins besoin de chevaux pour la guerre, elle en a peut-être besoin ailleurs. Donc, ils vont se réorienter vers l'agriculture dans un premier temps. Puis, à partir des années plutôt 60, avec le développement d'une équitation de loisirs, mais d'une équitation aussi sportive, notamment chez les civils, ils vont se réorienter vers le loisir et la compétition. Alors, il y a un élément nouveau qu'on n'avait pas connu jusque-là, c'est la naissance des activités de recherche. L'activité de recherche, c'est pas une activité qui est vraiment réglementaire, c'est plutôt une activité contractuelle qui est menée par les haras. Ils vont conventionner en fait avec d'autres organismes de droit public ou privé pour la mener. Et c'est souvent des organismes plutôt de renom, puisqu'il y a des conventions avec l'Institut Pasteur, l'Institut national de la recherche agronomique, par exemple. Le seul texte réglementaire qui va vraiment définir cette activité-là, c'est la création du Conseil scientifique des haras en 1973. Alors justement, dans les années 70, quel est vraiment devenu le rôle des haras nationaux ? Leur rôle, c'est plutôt de mettre des étalons à disposition des usagers. On est surtout sur des chevaux lourds ou de selle. Pour les chevaux du secteur des courses, c'est plutôt dans le domaine privé. Après, il y a toujours cette répartition des étalons dans les différents dépôts, mais elle va se faire selon des besoins régionaux, selon les besoins de races locales. Et on a quelques chiffres là de ce niveau d'activité des haras ? Oui, en 1976, on peut dire qu'en France, il y a 1809 étalons nationaux et près de 49 000 juments saillies. Alors on se rapproche maintenant d'une activité beaucoup plus récente et d'une nouvelle grande période de réforme. C'est les changements structurels et organisationnels qu'on connaît à partir de 1999 et jusqu'en 2010. Alors qu'est-ce qui se passe là pour les haras nationaux ? Pendant la majeure partie du XXe siècle, l'administration des haras, c'est une administration, donc c'est un service du ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a pas d'autonomie financière ou d'autonomie juridique des haras. Et c'est pourquoi le décret qui va être publié en 1999, il est aussi important. Et donc en 1999, les haras nationaux, ils sont tous regroupés. Jusqu'alors, ils étaient sous tutelle d'un service qui était nommé le service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'Agriculture. Et on va les regrouper au sein d'un établissement public à caractère administratif qui est nommé les haras nationaux. Et donc à partir de cette date, cet établissement public, le fait que c'est un établissement public, ça signifie le gain d'une personnalité juridique. Et ça, c'est pas du tout anodin. Et alors les missions, elles sont recentrées sur quoi ?
Plutôt sur l'identification, toujours dans un objectif de surveillance sanitaire de la filière équine, mais aussi l'étalonnage public dans un souci là de préservation du patrimoine génétique équin. Alors, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les contrats d'objectifs, et ça, le premier, c'est à partir de 2004, pour la période 2004-2008. On trouve de nouveaux objectifs, mais aussi de nouvelles missions. Et les haras nationaux, ils sont perçus et ils deviennent un acteur plutôt de la structuration de la filière équine, un acteur du développement économique et de l'insertion du cheval dans les politiques locales, avec 3 grands objectifs. Donc, cette idée de rénover les modes d'intervention, plutôt du côté de l'identification des équidés, d'adapter le service public de la monte. Il y a aussi un souhait de favoriser la structuration et la cohésion du secteur cheval, donc plutôt diffuser les connaissances, venir en appui technique auprès des éleveurs, des usagers, des associations de races, de faire de la promotion internationale des produits et du savoir-faire français. Mais il y a aussi cette idée que les haras, ce sont des acteurs du développement local, qu'ils ont une expertise pour conduire, pour mettre en œuvre des politiques publiques. Oui, une idée un peu nouvelle qui prendra son importance par la suite. En 2006, il y a le fameux rapport de Joël Bourdin, sénateur, qui là va aussi entraîner une nouvelle réorganisation des haras. Oui, Joël Bourdin, il est sénateur, il est rapporteur spécial et va conduire une mission de contrôle auprès de l'établissement public administratif Les Haras Nationaux. Les raisons, c'est qu'il y avait une subvention qui est identifiée de 43 millions d'euros de l'État pour l'EPA et il souhaitait vérifier l'efficacité de la dépense publique associée à la mise en œuvre de cette politique du cheval pour vraiment juger la qualité des actions, l'adéquation des missions de l'établissement public, pour vérifier si ça convenait bien et si les moyens et les outils de pilotage financier étaient bien opérants. Donc on va en résulter 10 propositions qui peuvent se résumer ainsi. Lui, il conseille de recentrer les missions des haras nationaux sur leur cœur de métier, de vérifier ce positionnement des haras par rapport au secteur privé, parce que ça restait un service public, mais aussi de continuer à développer des partenariats avec les collectivités territoriales, s'agissant de la gestion du patrimoine immobilier des haras nationaux, donc tout ce patrimoine bâti, mais aussi il conseille de mener une réflexion sur l'évolution du statut juridique des haras nationaux. Alors justement, on y arrive, puisqu'on arrive maintenant dans la dernière période et celle qui nous mène à aujourd'hui, les haras nationaux de 2010 à 2026. Il y a là un changement fondamental. Depuis les années 2000, les sites, les patrimoines bâtis, vont être cédés progressivement à des collectivités, dont certaines vont conserver une activité touristique et culturelle liée au cheval et continuer à utiliser une marque qui est désormais une marque patrimoniale et déposée haras nationaux. Et donc, en 2010, il y a le rapprochement de l'École nationale d'équitation Cadre Noir avec les haras nationaux pour former l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors, c'est la fameuse naissance de l'IFCE, un établissement public qui devient un opérateur public, mais quelles vont être ses missions ? L'IFCE, c'est un établissement public qui est placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'agriculture et des sports. Et c'est l'unique opérateur public pour accompagner la professionnalisation de la filière équine. Alors, il est là aussi fixé un nouveau contrat d'objectifs et de performance avec ces 2 tutelles. Ce contrat actuel, il est toujours en cours, c'est celui de 2023 à 2027. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce contrat d'objectifs ? L'idée, c'est plutôt de dire que l'IFCE, il vient structurer et soutenir la filière équine et asine, va développer une expertise, diffuser l'information pour consolider le rôle de l'IFCE en tant qu'institut technique de référence. Et l'IFCE doit s'engager dans une gestion exemplaire de ses ressources humaines et de ses moyens matériels. Donc ça, c'est les 3 grands axes. Et au sein du 2e axe, il y a une petite phrase qui est que l'IFCE doit conserver et vitaliser les patrimoines et les savoir-faire équestres français. Oui, c'est une petite phrase qui te concerne directement, Chloé. Oui, tout à fait. C'est le cœur de métier du service du patrimoine. Elle définit donc un objectif de valoriser les patrimoines hérités du Cadre Noir, mais aussi les patrimoines hérités des haras nationaux. Donc des patrimoines qui sont à la fois immatériels, donc on a des savoir-faire liés à l'attelage, des savoir-faire de la sellerie harnachement, mais aussi un patrimoine matériel d'une typologie très variée.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement dans ces collections ? Alors, on trouve beaucoup de choses. Je ne vais pas détailler l'inventaire, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'IFCE conserve la plus importante collection de voitures hippomobiles des 19e et 20e siècles héritées des haras nationaux. Cette collection, et le fait que ce soit la plus importante, c'est un grand spécialiste qui le dit, Jean-Louis Liborel, qui est expert auprès du ministère de la Culture pour les voitures hippomobiles. Ça concerne plus de 300 véhicules hippomobiles. Donc c'est assez extraordinaire. Alors dans ce patrimoine, il y a également l'équitation de tradition française. Oui, dans l'équitation de tradition française, qui est en lien avec le Cadre Noir et qui est inscrite depuis 2011 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Et il y a de nombreuses actions patrimoniales qui sont menées dans cette stratégie. Alors l'IFCE mène une stratégie patrimoniale qui s'articule autour de différentes thématiques. Donc, il y a la conservation des collections et des archives, leur étude, mais aussi leur valorisation. Donc, la valorisation, c'est plutôt comment on va à la rencontre du grand public pour leur montrer toute cette richesse de ces patrimoines. Et on peut nous retrouver généralement lors d'événements nationaux comme les Journées européennes du patrimoine ou les Journées européennes des métiers d'art. Alors Chloé, pour conclure notre échange, je pense qu'on peut résumer ton propos en 3 points principaux. D'abord, l'institution au service de l'État et de ses priorités stratégiques. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut dire que la création des haras nationaux, elle s'est inscrite tout d'abord dans une logique qui était une logique colbertienne, de contrôle et d'amélioration des ressources, donc ici le cheval, où le cheval constituait un enjeu d'abord militaire, mais aussi économique et administratif, et que le développement des haras, au fil des siècles, a toujours reflété les politiques publiques successives et les besoins stratégiques de l'État et de la société de manière plus générale. En second point, on assiste quand même à des recompositions structurelles régulières face à ces évolutions sociétales. C'est assez marqué du 19e au 20e siècle. Donc il y a vraiment cette remise en cause progressive de l'utilité militaire du cheval. Il y a une mécanisation des activités agricoles, mais aussi des transports. Et donc par conséquent, ça va créer des bouleversements pour les missions des haras. Et donc ceux-ci, pour coller à ces politiques publiques, à ces évolutions sociétales, vont se redéployer vers plutôt les domaines du sport, des loisirs et de préservation des races. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne le patrimoine et la redéfinition de ses fonctions contemporaines. On est là plutôt sur un processus de patrimonialisation qui est en cours. Toutes ces mutations institutionnelles, ce rapprochement des haras avec l'ENE, l'École nationale d'équitation au sein de l'IFCE, ça montre bien qu'il y a un changement de paradigme, qu'il y a une évolution. Au sein de l'IFCE, les haras deviennent un objet patrimonial, mais aussi scientifique, culturel, et qu'ils continuent à préserver et à transmettre cet héritage qui est à la fois matériel, immatériel et qui est pluriséculaire, parce qu'on était quand même en 1665, mais toujours en s'inscrivant dans des enjeux contemporains. Alors pour terminer, Chloé, moi je voudrais avoir ton regard personnel sur toutes ces évolutions et cette gestion actuelle du patrimoine. Travailler sur le patrimoine des haras, c'est se confronter quotidiennement à des objets, bien entendu. Donc il y a forcément ces voitures hippomobiles qui sont absolument passionnantes. Je ne cesserai jamais de le dire, mais c'est aussi se confronter à un patrimoine immatériel, des gestes, des pratiques, une relation vivante. Et ce patrimoine matériel, mais aussi immatériel, sont avant tout des témoins d'une relation, et c'est celle qui lie l'homme au cheval. Merci Chloé. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.